Donc là, par contre, on va passer, Denis va vous faire une présentation sur les comptes administratifs un par un. Et ensuite, on vous proposera le vote du budget, de chaque budget un par un, hein, c'est comme ça. On y va. Donc, compte administratif, budget principal 2023. La parole est à Denis Dupertuis. Donc, on avait voté donc, en décembre 2022 un budget primitif pour 2023 qui s'établissait au total à 441 millions d'euros, dont 309 millions d'euros en fonctionnement et 132 millions d'euros, on va dire, en investissement. Donc, qu'est-ce qui a été fait? C'est ça l'objet des comptes administratifs sur cette année 2023, puisque maintenant on a le recul nécessaire pour pouvoir faire l'analyse de ces comptes administratifs. Alors, ils sont caractérisés globalement par un maintien des recettes fiscales et tarifaires, voire même une hausse, en tout cas en ce qui concerne la CVAE, on y reviendra tout à l'heure. Un taux moyen quand même de consommation de 78% pour les crédits de fonctionnement, ce qui est une belle augmentation. Je rappelle que dans la feuille de route que vous nous avez assignée, enfin aux finances, donc il y avait l'idée d'améliorer ce taux de réalisation. Donc vous voyez que là, on commence à être dans des taux de réalisation qui sont intéressants. Et puis en ce qui concerne les crédits d'investissement, ce taux de réalisation moyen est de 75%. Alors pour ce qui concerne les dépenses, je fais un rapide historique, mais vous savez que l'année 2018 avait été une année de stabilisation du périmètre après la fusion de nos EPCI. 2019 avait été marquée par l'intégration du CIPAS et de l'EPIDOSA, donc les analyses d'une année sur l'autre étaient un peu compliquées. Bon, 2022, je ne vais pas vous rappeler la crise sanitaire, mais qui nous avait beaucoup impacté. Et puis 2021 avait déjà été caractérisé par une amélioration des taux de réalisation des dépenses de fonctionnement. Et 2022 a poursuivi cette trajectoire et donc ce soir 2023 confirme encore cette trajectoire de 78% sur le fonctionnement notamment et 75% sur l'investissement. Bon, pour la fiscalité, conformément au pacte de confiance qui avait été adopté par le Conseil de communauté au moment de la fusion, les recettes fiscales n'ont pas connu de hausse de taux sur cette année 2023. Alors, sur le budget principal, les dépenses de fonctionnement, vous avez ici les grandes masses. Donc, avait été voté en dépenses de fonctionnement 186,8 millions de dépenses, ont été réalisées 169,4 millions, c'est-à-dire 90,68%. Et sur les recettes de fonctionnement, on avait voté 186,8 millions et on a réalisé 187,1 millions, c'est-à-dire 100,15%. Alors, tant mieux que ce soit dans ce sens-là qu'on ait réalisé plus en recettes que ce qui était prévu. Mais je tiens quand même à saluer ici, en votre nom, j'imagine, la rigueur et tout le professionnalisme du service des finances, puisque je vous rappelle qu'on vote les budgets en décembre. On n'a pas forcément... les arbitrages sur la loi de finances ne sont pas tout à fait calés encore. Il y a encore un certain nombre d'inconnus. Et vous voyez que malgré tout ça, on arrive quand même à des prévisions qui sont d'une grande qualité, puisqu'à 300 000 euros près, c'est quand même très très proche de ce qu'on a finalement réalisé. Donc merci à eux, au service notamment de Nathalie Vac et puis aussi de Franck Riester sur ces questions-là. Donc le résultat de fonctionnement global, il s'établira donc à 17,7 millions d'euros. Alors, comparer le voté au réalisé, c'est bien, mais de CA à CA, c'est mieux. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on avait fait en 2022 ? Eh bien, en dépenses de fonctionnement, on a augmenté les dépenses entre 2022 et 2023 d'un 57%. Donc, voilà. Et les recettes ont-elles augmenté de 5,9%. Donc, vous voyez qu'on est loin de l'effet ciseau. Hein. On a bien des recettes qui augmentent plus vite que les dépenses. Tant mieux, ce qui nous permet d'ailleurs d'avoir un résultat de fonctionnement qui lui augmente de 79%, puisqu'il était de près de 10 millions d'euros en 2022 et qu'il est donc à 17,7 cette année. Alors, comment se sont réparties les charges de fonctionnement ? Vous le voyez ici, on aurait pu faire un reblochon pour vous montrer les parts, mais les charges à caractère général, c'est-à-dire tout ce qui concerne la vie des services, 5% de nos dépenses. Les charges de personnel, dont on sait que un certain nombre d'entre vous, et c'est bien légitime, sont toujours regardants sur leur évolution. Elles représentent en 2023 23,44%. Les atténuations de produits, et parmi elles, l'attribution de compensation qu'on reverse aux communes, c'est près de 50%, 49,45%.
des opérations d'ordre pour 5,50%, et puis les autres charges de gestion courante qui représentent quasiment 15%. Donc on a là-dedans les subventions et les participations aux organismes extérieurs ou aux associations, et puis aussi les subventions au budget annexe. Et je dis tout de suite que sur 2023, on y reviendra tout à l'heure, mais on avait voté une subvention au budget annexe des transports qui n'a pas été réalisée, donc ça explique aussi le maintien fortement de cette enveloppe d'autres charges de gestion courante. Les charges financières, elles s'établissent uniquement, enfin, elles représentent 1,35% du budget. Mais si vous aviez comparé avec l'année précédente, on était à 0,90% du budget. Donc on a quand même un effet taux avec quelques emprunts nouveaux qui apparaissent, hein, qui est marquant. Alors ça joue évidemment 0,4% du budget total, c'est pas ça qui nous met en péril, mais ça représente presque 50% d'augmentation d'une année sur l'autre quand même sur les charges financières. Donc c'est quand même à noter, on verra sur un certain nombre de budgets, notamment sur l'eau, que ça a un impact non négligeable. Puis les charges exceptionnelles sont quasi nulles et les dotations pour provision aussi. Donc en chiffres, en euros, sonnant et trébuchant, qu'est-ce que ça donne? Vous avez ici un tableau, je ne vais pas le reprendre en entier, mais vous voyez que les charges à caractère général, on avait voté 11 100 000 pour nos services pour mener à bien leur mission. Ils ont consommé 8,6 millions. Donc voilà, ils ont été économes, on les remercie, puisque ça représente donc un réalisé de 77%. Sur le personnel, donc 39,7 millions d'euros, c'est 95% de réalisation. Alors là aussi, c'est en hausse, puisque en 2022, on avait 36,3 millions d'euros réalisés en charge de personnel. Donc c'est effectivement 3,4 millions d'euros supplémentaires. C'est notamment les débuts de l'effet de nos recrutements et du plan d'investissement ressources humaines qu'on a voté ici. Sur les atténuations de produits, donc attribution de compensation plus le FPIC, donc vous avez une légère baisse puisque le Fonds national de péréquation est passé de 1,4 million à 1,3 million, donc on a gagné 100 000 euros. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il s'assoit sur le fameux coefficient d'intégration fiscale. Alors nous, on n'a pas bougé puisqu'on n'a pas changé de compétence en un an, mais il semble qu'au niveau national, les intercommunalités aient tendance à se désintégrer un tout petit peu, donc du coup, ça nous fait remonter un petit peu dans la liste. On a moins à payer. Voilà. Vous l'avez ici, donc les autres charges de gestion courante, 25,3 millions d'euros, on avait voté 27,3, donc c'est 2 millions d'euros en moins, en particulier les 1,5 millions d'euros qui avaient été prévus, je le redis, sur la subvention au budget annexe des transports, qui, on le verra, s'en sort heureusement bien sur cette année 2023 sans besoin de cette subvention, donc ça explique en grande partie cette différence. Et puis les charges financières, alors souvenez-vous, en décembre 2022, on était en plein début de la crise des taux, donc on avait imaginé 3 millions d'euros, on n'a réalisé que 2,3 millions d'euros, j'allais dire tant mieux, ça représente une réalisation de 75%. Voilà, donc la subvention des inscrits au BS, c'est de quasiment 2 millions d'euros, pardon, pas 1,5 mais 2 millions d'euros. Et puis on avait aussi réduit la subvention aux pépinières de 454 000 euros, là aussi, puisque c'est un budget qui finalement s'est porté mieux que prévu. Voilà pour ces dépenses. Pour les recettes, donc vous avez ici le tableau de l'ensemble des recettes. Bon, ces recettes se portent bien et tant mieux, notamment sur le foncier bâti. On avait prévu 5,6, on a 5,7. Je vous rappelle que c'est principalement, enfin uniquement lié à l'augmentation des bases, puisque les taux, eux, sont restés constants. Voilà, et les bases avaient augmenté de 7,2% entre 22 et 23, hein, sous l'effet des décisions du Parlement. Ensuite, vous avez, en gros changement, vous avez sur la CFE, vous voyez qu'on est un peu meilleur que ce qu'on avait prévu. Là aussi, c'est lié à l'augmentation des bases. Donc, ça veut dire aussi derrière que notre tissu économique a tenu le coup et aujourd'hui sort de la crise Covid et en partie aussi de la crise des taux sans avoir laissé trop de plumes, puisque c'était 21,6 millions d'euros en 2022, 23,6, vous voyez que c'est presque 2 millions d'euros supplémentaires d'une année sur l'autre. La CVAE, là aussi, retour à la normale, si j'ose dire, la contribution sur la valeur ajoutée des entreprises. Vous savez qu'elle est calculée sur la valeur ajoutée produite en N-2, donc en 23, on touche la valeur ajoutée de 21, donc on était
au début de la sortie de la crise Covid. Donc le creux a été passé, puisque je vous rappelle qu'en 2022, on n'avait touché que 18 millions d'euros de CVAE, et là on est à 22 millions d'euros. Donc on revoit qu'on revient aux chiffres de 2020 à peu près, qui était à 21,5 millions d'euros. Donc là encore, on peut se dire que notre tissu économique local a relativement bien passé cette période compliquée, Covid. Et en tout cas, nous, on le revoit puisqu'on retrouve les niveaux de fiscalité d'avant-crise. Voilà, je voulais aussi faire un petit focus sur la DGF, puisque souvent, donc ici, vous l'avez entre dotation d'intercommunalité et dotation de compensation. Bon, elles sont finalement en stagnation si on additionne les deux d'une année sur l'autre, là aussi conformément aux engagements du gouvernement, ce qui concernait la DGF pour nos intercommunalités. Sur le pic que vous avez tout en bas, donc vous le voyez, ce que je vous disais, il a légèrement diminué d'une année sur l'autre. L'année dernière, on avait payé 1,4 million d'euros, cette année 1,3, lié à cette dégradation du CIF national. Et sur le fonds Genevois, on avait inscrit 2,8 millions, on a réalisé 2,9 millions. C'est 100 000 euros de plus que l'année précédente. Et c'est lié à quoi? La progression du nombre de frontaliers, puisqu'en 2023, on compte sur l'agglomération 557 frontaliers de plus qu'en 2022. Donc en grande partie, c'est ça qui l'explique. Un petit peu les taux de change, mais moins que les années précédentes, puisque pour le coup, on a plutôt une stabilité des taux. Voilà, vous avez les dotations de compensation, etc. Mais ça, c'est des choses qui étaient relativement connues. Donc, ça confirme ce que je disais tout à l'heure, hein, et de nouveau mes remerciements aux services pour la justesse de leurs analyses et de leurs prévisions d'une année sur l'autre. Voilà pour ce budget de fonctionnement. On va passer maintenant à l'investissement. Donc, vous avez ici sur le tableau les principales dépenses d'investissement qui ont été réalisé sur 2023. Donc on avait voté 36,5 millions d'euros, on a réalisé 28,7 millions d'euros. Donc si vous comparez à 2022 le réalisé, d'abord en voté on avait été plus raisonnable, hein. Ça je vous rappelle qu'on avait essayé de se donner des règles un peu plus strictes, donc voilà. Mais par contre en réalisé on a été meilleur, puisque vous avez quand même 1,7 million de plus de réalisé d'une année sur l'autre. Donc je crois que c'est la bonne trajectoire qu'il faut suivre. Alors les principaux engagements et réalisations sur 2023, donc vous avez des acquisitions foncières qui ont été menées pour 143 000 euros, un peu en baisse. Par contre, la politique cyclable, la ligne suivante, liée au schéma directeur et puis à tout le travail que fait le service, donc on est passé quand même de 2,7 à 5,3 millions d'euros, c'est quasiment doublé en un an, donc on voit que c'est une politique qui monte en puissance fortement. Les logements sociaux, vous voyez aussi la montée en puissance, puisqu'on va bientôt atteindre l'enveloppe qu'on s'était fixée, même si ce n'est pas une enveloppe restrictive, hein, on en discutera pour la suite, mais à 3 millions d'euros, ben, vous voyez qu'on arrive à 2,8, donc on sait que dès cette année, vraisemblablement, il faudra réévaluer un tout petit peu. Vous avez ensuite, sur les EHPAD, il y a eu quelques travaux en plus faits par rapport à l'année précédente pour 364 000 euros. Vous avez le PIC 2, là aussi, donc j'éco-rénove mon logement qui est bien parti cette fois sur un rythme de croisière, puisqu'on a prévu 2 millions d'euros par an. Donc vous voyez que l'année dernière, on les a fait quasiment, alors qu'on n'a fait que 560 000 l'année précédente. Campus papeterie, bon, ça c'est un chantier one shot, j'allais dire, mais enfin bon, c'est parti, donc 2 625 000 euros. Voilà, et puis qu'est-ce qui reste encore? L'acquisition, oui, de logements pré-Billy, donc vous savez, les 7 logements, je crois, de mémoire, pour 1,5 million, là aussi, one shot sur cette année. Pourquoi vous n'avez pas de parenthèse sur l'année 2022? Donc voilà, après vous avez toutes les autres lignes, mais je ne vais pas toutes les passer en revue. Et ces dépenses ont été financées donc, par les recettes d'investissement pour 36,5 millions d'euros, dont 10,7 millions d'euros d'emprunts. Alors sur les emprunts, hein, on a emprunté 10,7 millions d'euros sur ce budget principal. On a remboursé environ 10 millions d'euros. Donc ça fait qu'en réalité, la dette complémentaire d'une année sur l'autre, c'est à peu près 700 000 euros de plus qu'on avait. Alors avant de passer à l'affectation des résultats, simplement puisqu'on avait fait faire une analyse Klopfer, prospective en juillet de l'année dernière, donc je me suis quand même amusé à regarder si on était dans le cadre de ce que nous disait Klopfer. Bon, on aurait dû finir donc dans la prospective Klopfer à un autofinancement à
à 16,9 millions d'euros. Vous avez vu qu'on est à 17,7, donc on est meilleur. On aurait dû investir 40 millions d'euros. Bon, on a investi 28,7 millions d'euros, mais ça, on sait que c'est aussi une capacité à faire qui n'est pas forcément encore à sa pleine puissance. Et puis l'endettement, par contre, on aurait dû s'endetter selon cette perspective de 17 millions d'euros complémentaires. Et là, vous voyez qu'on s'endette à peine de 700 000 euros complémentaires. Bien sûr que quand on investit moins, on s'endette un peu moins. Donc vous voyez qu'on est bien sur la bonne trajectoire. L'autofinancement est même légèrement meilleur à cette prospective qu'on vous avait présentée il y a quelques mois en arrière. Alors après, on va vous proposer l'affectation du résultat tant qu'on y est, puisque comme ça, vous l'aurez vu, l'affectation des résultats donc, de ce budget principal. Puis ensuite, je vous laisserai la parole. Donc on a un excédent de fonctionnement, vous l'avez vu, de 17,7 millions d'euros. On a un besoin d'investissement de 5,6 millions d'euros. On a des reports de dépenses des années précédentes pour 6,8 millions d'euros, ce qui nous fait donc un résultat net à 5,2 millions d'euros pour cette année. Je fais là aussi une petite parenthèse, puisque il y avait eu quelques inquiétudes à un moment donné sur, vous savez, l'augmentation du régime indemnitaire, qui va coûter un peu plus de 3 millions d'euros. Donc vous voyez qu'en récurrent, avec 5,2 millions d'euros, on a la capacité, si on dupliquait ces chiffres 2023 sur les années prochaines, à encore dégager un résultat net positif. Donc c'est plutôt intéressant, et en tout cas je pense qu'on a pris la bonne décision au moment où on a revalorisé ce RI pour nos agents. Voilà ce que je pouvais vous dire sur ce budget principal, et j'attends si vous avez évidemment quelques questions avant de passer au budget annexe. Oui, merci Denis Dupertuis pour la présentation. Effectivement, comme ça a été dit, le taux de réalisation est de 78%, donc c'est un excellent taux, c'est ce qu'il faut faire au niveau de l'investissement. Ce qui a été dit sur la politique cyclable, on a effectivement investi 5 millions d'euros. Par contre, ce qui avait été voté, c'était 10 millions d'euros. Donc, on a encore une belle marge de progression. Et si je prends sur l'exemple de la ville d'Annecy, on peut aller encore plus loin. Et sur le parking de covoiturage que je n'ai pas revu, donc il y avait un programme ambitieux sur les PEM qui ont pris un peu du retard. On avait budgété 200 000 euros et là, on a réalisé 0. Est-ce que du coup, c'est en attendant l'analyse complète sur les PEM? Est-ce que du coup, voilà, c'était juste pour en savoir plus, pourquoi on n'avait pas du tout avancé sur ce parking de covoiturage de la 41 Annecy-Nord, qui serait, je pense, bien pour beaucoup de monde. Alors nous, parking de covoiturage, tu vas peut-être en parler, Didier, parce que ça ne me parle pas. Le parking de covoiturage, un pôle d'échange multimodal, oui, et des pôles, oui, mais un parking de covoiturage, vas-y Didier. Moi, Oui, bonsoir. Oui, on avait commencé l'étude d'un parking de covoiturage, on va dire, dans les différents délaissés entre l'autoroute et les voies, les RD, mais il s'avère que c'est impossible. Bassin d'orage, zone espace boisé classé, pente, etc. Donc cette option a été abandonnée, et donc comme tu le sais, on se concentre plus sur Prébilly maintenant. Et voilà. Et donc effectivement, c'était une option, mais qui s'avère techniquement et très 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 coûteuse et irréalisable en fait, avec toutes les contraintes. Juste une précision aussi des services, c'est que c'est une ancienne AP qui traînait et qu'on a soldée, puisque effectivement maintenant on se concentre sur les PEM. Voilà. Anthony Granger. Oui, Madame la Présidente, merci. Monsieur Sarda, j'ai du coup une question. Le parking dont vous parlez à Pringy, c'est celui qu'on a vu à plusieurs reprises le long du contournement de Pringy, qui est ajourné, ou c'est celui dont vous parlez, que vous affectez à Prébilly? En fait, c'est celui dont tu parles qui n'est pas ajourné. C'est celui le long du contournement de Pringy, dans un espace qui avait vocation, enfin qui a vocation au PLU, à accueillir des équipements d'intérêt intercommunaux. Donc une partie de ce tènement et l'autre partie, donc ce tènement appartient à la ville d'Annecy pour l'instant, l'autre partie étant plutôt pour le confortement des équipements sportifs qui sont sur l'autre extrémité de cette galette en fait. Donc c'est sur cet espace-là qu'on travaille actuellement. Y aurait-il d'autres questions sur d'autres lignes? Anthony.
Alors, du coup, je vais passer à mon intervention sur le compte. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Vice-président aux Finances, quelques remarques sur ce compte administratif. Comme nous l'avions indiqué lors des votes de budget précédents, nous voyons ressortir l'effet des créations de postes et revalorisations avec un poste main-d'œuvre, dépense principale de notre agglomération, en augmentation de 9,3%. Et cela va s'amplifier en 2024 avec les différentes revalorisations votées en décembre 2023, vous l'avez indiqué. Il en ressort donc un important point de vigilance pour la suite. Et une demande d'éclaircissement, quelle est la destination des logements acquis après Billy ? Pour le reste, en effet, si nous pouvons nous féliciter des 17 millions d'euros dégagés par la section de fonctionnement qui permettent une ressource pour le budget d'investissement de notre agglomération, nous nous interrogeons quant à son utilisation. Très peu de projets sortent, tout semble reporter ou prendre du retard, tels que les rénovations de chalets d'alpage ou du courant d'air au Semnoz. Pourquoi avoir évoqué la vente d'un EHPAD alors que nous pourrions abonder via ces résultats ? Pourquoi s'être précipité à augmenter le versement mobilité et ne pas avoir utilisé cet excédent de fonctionnement par une subvention plus importante du budget général au budget des transports et ainsi épargner nos entreprises ? Ensuite, on aura une question sur la partie budget annexe des transports. Du coup, on va peut-être la décaler à la présentation. Oui, il y a eu une augmentation, je l'ai dit, du poste 012, donc sur la masse salariale. Bon, simplement, vous aurez quand même remarqué qu'en parallèle, vous avez quand même une augmentation du taux de réalisation de nos investissements. Je crois qu'il y a quand même un lien entre les deux, puisqu'on a réalisé, je l'ai dit tout à l'heure, plus d'1,8 million complémentaires d'investissements par rapport aux années précédentes. Et je me souviens de vos interventions sur lesquelles l'agglomération est là d'abord pour investir et qu'il faut qu'on investisse. Donc je crois que ça va ensemble. Alors oui, ça va s'accentuer encore, mais je voulais préciser à la fin, on a aujourd'hui, si on dupliquait, et on sait que c'est pas comme ça que ça va se passer, mais d'une année sur l'autre, les résultats de cette année sur les années prochaines, sachant qu'il n'y a pas de raison pour que les recettes ne continuent pas leur progression normale, et puis on va continuer à rester vigilant sur les dépenses de fonctionnement, on a largement de quoi financer la revalorisation du RI et les créations de postes qui avaient été demandées. Tout ça, d'ailleurs, nous amène à un excédent de 17,7 millions d'euros. C'est pour ça que j'ai pris soin de vous rappeler la prospective Cluffer qui donnait un peu moins de 17 millions d'euros. Donc, vous voyez qu'on est meilleur. Et dans cette prospective Cluffer étaient déjà intégrées les créations de postes, la revalorisation du RI. Et elle nous disait quoi ? Qu'à la fin, on pouvait réaliser notre PPI hors transport, mais ça, c'est sans fiscalité additionnelle sur le budget principal. Donc, on est sur cette ligne. Donc, il n'y a pas, je le crois en tout cas, d'inquiétude majeure à avoir. Il faut rester vigilant sur les dépenses de fonctionnement, mais je pense que vous l'avez vu aussi parce que vous ne l'avez pas relevé, mais enfin, les charges à caractère général sont quand même passées, elles ont augmenté très, très faiblement d'une année sur l'autre, puisqu'on était l'année dernière à 8,5 millions d'euros, on est à 8,6 cette année en charge à caractère général, donc qui sont quand même les charges sur lesquelles on a le plus la main, après évidemment le personnel. Bon, pareil sur les autres charges de gestion courante, si on enlève la baisse le fait qu'on enlève la subvention au budget annexe des transports, toutes les autres subventions ont été maintenues. Il y a eu quelques augmentations, mais on a été quand même très vigilant à ne pas faire exploser ce budget ces dépenses de fonctionnement, ce qui d'ailleurs se traduit par une hausse uniquement d'une année sur l'autre de 1,57%, c'est-à-dire largement moins que l'inflation, alors que les recettes, elles, avaient augmenté de 5,9%. Donc, je crois qu'on est plutôt sur une bonne trajectoire. Alors, sur Prébilly, pour qui je laisserai la présidente peut-être répondre. Oui. Et puis sur les résultats, pourquoi faire, ce sera l'objet du BS qui viendra pour une partie, et puis des budgets à venir. Maintenant, vous savez que, je le redis, mais l'analyse Cluffer nous disait qu'on avait besoin de faire des excédents pour pouvoir financer notre PPI sur les années qui viennent. Donc attention, c'est pas de l'argent qu'on va mettre de côté, on n'est pas en train d'entasser de l'argent, et c'est pour qu'à un moment donné, il y a devant nous quand même des investissements importants en termes de mobilité et autres qu'il va falloir financer. Donc on est sur la trajectoire qu'il faut pour ça. Donc concernant le compte administratif du budget de l'eau, donc vous avez ici sa composition, donc avec le total qu'on avait voté et les réalisés. Donc sur les charges à caractère général, vous voyez qu'on avait voté 10,6 millions. On a réalisé un peu plus de 9,1 millions, donc 86% de réalisation. Il est à noter dans
dans ce chapitre 011 des charges à caractère général, ce que je vous disais tout à l'heure, hein, on avait inscrit 3,3 millions d'euros pour l'électricité. Vous savez qu'on avait on a réalisé heureusement 3 millions d'euros, donc un peu moins que ce qu'on avait prévu. Mais c'est quand même, hein, en 2023, 3 millions d'euros pour l'électricité, c'est 1 million de plus, puisqu'en 2022, la charge d'électricité était à 2 millions d'euros. Donc vous voyez que l'effet est passé par là de cette hausse des coûts d'électricité sur ce budget qui est très gourmand pour les pompages dans nos différents lacs et d'autres points de collecte. Sur les charges de personnel, donc on avait voté 6,4 millions, on a réalisé 5,8 millions, donc 90%. Sur les opérations, les atténuations de produits, 5 millions 92 de votés et on a réalisé 2 780 000. Alors là, j'ai une petite explication à vous donner. Tout simplement, il y a un rattachement d'une partie de la taxe qu'on doit reverser à l'agence de l'eau qui n'a pas été faite sur le budget 2023. Donc, c'est pour ça qu'on n'a que la moitié. On en a rattaché que la moitié. Ça a été une erreur, un oubli. Voilà. Donc, simplement, vous verrez en 2024, il ne faudra pas oublier qu'en 2024, vous aurez 3 semestres et là, on n'en avait qu'un. Voilà. Ça explique cette différence. Bon, qui sinon n'a pas d'impact majeur sur les équilibres pluriannuels. Voilà, vous avez les autres charges de gestion courantes que vous voyez ici, c'est donc les aides. Vous savez, on avait mis en place le bouclier social pour les aides CAF, donc pour les revenus, les foyers à revenus modestes. Donc vous voyez qu'on avait prévu potentiellement 364 000 euros, on a dépensé 320 455 euros, donc pour aider ces revenus, ces foyers les plus modestes. C'est une hausse quand même de près de 40 000 euros par rapport à l'année précédente. Bon, c'était anticipé et c'est assez logique puisqu'on sait qu'en parallèle, on a aussi un prix de l'eau qui augmente. Donc ce sont souvent des foyers qui, eux, ne voient pas leurs revenus forcément augmenter de la même manière. Donc on a un peu plus de personnes qui ont pu toucher et bénéficier de cette aide sur l'année 2023 par rapport à 2022 et on voit que ça fonctionne comme amortisseur social, ce qui était bien son objectif. Sur les charges financières, donc on avait voté 2 millions d'euros, on a 1,7 million qui ont été réalisés et c'est là où on a quand même doublé, un peu plus que doublé les charges d'une année sur l'autre en réalisé, puisqu'on avait réalisé 800 000 en 2022 et là 1,7 million. Bon, c'est notamment lié à des emprunts qu'on a fait et on a aussi quelques emprunts à taux variable. Donc vous voyez que ça a un impact assez significatif, 800 000 euros de moins sur ce budget pour ces questions de taux et d'emprunts nouveaux. Et puis quelques charges exceptionnelles qui, elles, restent stables à 228 600 euros. Donc comment est-ce que toutes ces charges ont été financées? Donc bien sûr principalement par les ventes d'eau pour 15 760 000 et la part fixe pour 3 645 000 euros. Vous trouverez dans la note d'ailleurs un historique sur ces ventes d'eau sur plusieurs années et vous constaterez la stabilité des consommations depuis 4 ou 5 ans d'eau malgré l'augmentation de population. Donc c'est ce qu'on dit régulièrement ici, mais on a un territoire qui, pour le coup, accueille de la population sans capter plus d'eau dans les milieux naturels. Et donc, c'est ce que je vous disais, la redevance de prélèvement à l'agence de l'eau n'a pas été rattachée, mais elle sera payée sur les crédits 2024, donc pour le chapitre 014. Voilà pour ce budget de fonctionnement qui termine donc avec un résultat de fonctionnement à 6 millions d'euros. C'est équivalent à l'année 2022. Donc en investissement, vous avez les principales dépenses d'investissement. Donc c'est le démarrage du renouvellement des membranes de l'usine de la Puya, 65 500 euros. On sait que ça avait été légèrement décalé. La modernisation de l'usine de la Puya, c'est le traitement de l'eau pour 91 000 euros. L'alimentation en eau du secteur de Ferrières, 362 000 euros. Les renouvellements et renforcements de réseau pour 6 millions d'euros. Le schéma directeur pour 2,8 millions. Et donc, ces principales dépenses ont été financées par des subventions à hauteur de 1 269 000 euros. Un emprunt, donc, ce qui explique aussi en partie la hausse des charges financières pour 10 millions d'euros, alors qui n'a pas été consommé en entier sur cette année. On trouve encore de l'argent pour les investissements 2024. Et puis des amortissements pour 3 millions 100 quasiment. Ce qui nous donne donc une affectation de résultats comme suit. Donc, un excédent de fonctionnement, je vous l'ai dit, de 6 millions d'euros. Conforme aux 5,8 de l'année 2022, donc vous voyez qu'on est toujours sur la même tendance. Un excédent d'investissement
pour une fois de 579 000 euros, des reports de dépenses pour 2,1 millions, ce qui nous fait un résultat net à 4,5 millions sur ce budget annexe, en hausse par rapport à l'année précédente, puisqu'on était à 1,5 million, mais on sait aussi que là, on a des travaux importants à venir avec le schéma directeur qui commence à se mettre en route de manière plus allante. Voilà pour le budget de l'eau. On peut passer, enfin, je sais pas, on fait... Ouais. Sur les déchets, donc... non, transport, pardon, c'est moi qui ne suis pas dans le bon sens. Hop. Donc, sur les transports, je prends juste mes notes, excusez-moi. Donc, les dépenses, on va peut-être d'abord faire l'investissement, le fonctionnement, si on peut revenir un cran en arrière. Ouais. Ah oui, donc là, il y a eu... Oui, il me semblait que c'était les déchets. Moi, j'avais dans cet ordre avec les déchets. Ça, c'est fait, ça, c'est fait. Alors, on recommence dans l'autre sens. Transport. Valorisation des déchets. Alors, je reprends. Excusez-moi. Donc, ce budget valorisation des déchets, donc, qui donc en charge à caractère général, donc a été conforme au budget voté, puisqu'on avait voté 24,2 millions d'euros, on est à 23,6, vous voyez qu'il est réalisé à 97,5%. Pour les charges de personnel, 6,4 millions quasiment de réalisés, donc 93% par rapport à ce qu'on avait voté. Vous avez des opérations d'ordre de transfert entre sections, là aussi relativement conformes, on a 500 000 euros d'écart, mais... voilà, ça s'explique. Les autres charges de gestion courante, elles sont conformes. Les charges financières, là aussi, 89 391 euros. Bon, je le signale au passage, mais là, c'est uniquement un effet de taux. On était à 56 000 euros en 2022, donc vous voyez que ça fait quand même 33 000 euros de plus, juste lié à l'augmentation des taux sur nos crédits à taux variables. Des charges exceptionnelles, il n'y en a pas, et les charges spécifiques, 10 000 euros sur cet exercice, donc ce qui nous permet donc de vous dire que toutes ces dépenses ont été financées par la redevance spéciale pour 3 millions d'euros. Les produits de l'atome, donc 24,4 millions d'euros. On avait inscrit 24 millions d'euros, donc on a plutôt une bonne nouvelle sur l'atome collecté en 2023. Je rappelle qu'en 2022, c'était 22,7. Vous voyez qu'il y a une belle augmentation aussi liée à la hausse des bases en particulier. Voilà. Et puis les participations des éco-organismes, quand on trie, on touche de l'argent pour les poubelles qu'on leur donne. 1 522 870 euros. Donc là aussi un appel à nos citoyens à continuer à bien trier puisque ça rapporte un peu d'argent à notre collectivité. Donc tout ça nous permet de dégager, on verra ensuite, un excédent de fonctionnement de 4 millions d'euros. En baisse, puisqu'on était à 7 millions d'euros en 2022, mais vous savez que c'est plutôt un objectif qu'on a d'essayer de faire baisser les excédents de fonctionnement sur ce budget annexe valorisation des déchets, d'où d'ailleurs le vote de la baisse de l'atome pour cette année et harmonisation 2025. Sur les investissements, donc les principales dépenses a été 175 000 euros pour le pôle d'économie circulaire, donc à Épany-Métessy, des achats de camions-bennes véhicules pour 616 000 euros, des équipements bacs roulants, colonnes, composteurs qu'on trouve sur la voie publique, donc 2 millions quasiment 2, et puis les installations de ces équipements de voirie, enfin sur la voirie pour 1,6 million quasiment. Donc ces dépenses, elles ont été financées par le résultat de l'année antérieure, donc 2,8 millions, le FCTVA, donc le remboursement de la TVA pour ceux qui nous suivent, 781 000 euros, et puis des opérations d'ordre pour 2 868 000 euros. Donc pas nécessité d'emprunter sur 2023 sur ce budget annexe des valorisations des déchets, et donc la répartition, l'affectation des résultats. Donc vous l'avez tout de suite après. Donc vous voyez qu'on fait un excédent de fonctionnement de 4 90 000 euros, un excédent d'investissement de 2 millions quasiment 100, des reports de dépenses de 4 millions d'euros, et donc on tombe sur un résultat net à 2 158 000 euros,
qui est en très forte baisse par rapport à l'année précédente, qui était à 6,2 millions quasiment, mais c'est là aussi plutôt une volonté avec des aménagements qui vont venir sur des déchetteries, etc., qui ont commencé et qu'il faut amplifier pour se garantir notamment des risques de contentieux sur l'atome. Voilà pour ce budget valorisation des déchets. Je pense qu'ensuite on doit passer au transport pour le coup. Pépinière, normalement. Eh ben alors, pépinière, si vous voulez. Faire le meilleur pour la fin. D'accord. Non, mais en plus, il est très bon. Donc. Et tous les élus de la commission pourront dire que j'ai dit du bien de ce budget en commission des finances. Donc les pépinières, donc vous voyez ici le réalisé, donc les charges à caractère général, elles ont été inférieures aux prévisions puisqu'elles ont été réalisées à 77%. Les charges de personnel, presque 400 000 euros, on avait voté 466 000 euros. Vous avez des autres charges de gestion courante qui sont, alors parce que oui c'est ça, 14 000 euros qui étaient prévus, donc 13 600 euros, donc conforme à 95%. Des charges financières là aussi un peu en hausse, donc 102 688 euros. L'année dernière, on avait, je suis en train de vous chercher le chiffre, charges financières, 90 300 euros. Donc vous voyez là aussi c'est 12 000 euros de plus, hein, la hausse des taux. Voilà. Et puis les charges spécifiques, mais ça ne représente pas grand-chose. Donc ces dépenses, elles ont été couvertes par le produit des locations des pépinières pour presque 600 000 euros, et puis une participation au budget principal de 1 44 000 euros. On avait voté 1,5 million quasiment, et on a pu au cours de l'année réduire, puisque vous voyez que les dépenses n'étaient pas tout à fait à la hauteur de ce qu'on avait envisagé au départ. Donc voilà, et puis en ce qui concerne l'investissement, pour le coup, ce sont quelques petits travaux de rénovation des pépinières qui sont financés uniquement par les amortissements, l'affectation de résultats de l'année précédente et quelques subventions. Donc là aussi, pas d'emprunt nouveau. Si on passe sur l'affectation des résultats, donc vous êtes à un excédent de fonctionnement à 213 000 euros, un résultat d'investissement positif à 167 000 euros, des reports de dépenses à 358 000 euros, donc un résultat net qui est tout juste positif à 22 000 euros. Mais c'est bien ce qu'on demande à ce budget, c'est qu'il nous permette de créer des entreprises et pas de faire de l'argent. Ensuite, avant que je dise une bêtise sur le suivant, les aménagements de zone, c'est ça? Parfait. Donc, sauf que moi, par rapport à mon truc, c'est pas le bon truc. Mais c'est pas grave. Donc, vous l'avez... je vais commenter. Voilà. Donc, vous savez que c'est un compte un peu particulier puisque, en gros, c'est un compte de gestion de stock. Donc, la grosse différence qu'il y a sur ce budget d'aménagement de zone, c'est que cette année, au-delà des acquisitions, j'allais dire, assez récurrentes et des études que vous avez dans la note de synthèse, puisque vous avez, par exemple, en section de fonctionnement et comprenant l'achat de terrain, les frais d'études et des frais d'accessoires pour 2 158 000, on avait fait 1,3 million, donc ça c'est un peu les opportunités qui se présentent au fur et à mesure. Mais surtout ce que vous avez de nouveau sur ce budget, c'est évidemment l'achat du ténement foncier à Chavanneau qu'on avait fait en cours d'année pour 10 millions d'euros qui ont été financés par emprunt. Donc vous retrouvez les 10 millions à la fois dans les opérations d'ordre et dans les charges générale, et donc en emprunt pour le recette de 22 407 000 euros, 22 407 000 euros, pardon, que vous voyez inscrite sur votre slide. Donc voilà, un résultat global, oui, vous pouvez passer, donc de fonctionnement qui est à moins 5 456 000 euros, des besoins de financement total d'investissement pour 8,6 millions, et donc un résultat net à moins 14 millions d'euros. Alors qui s'est forcément dégradé avec cet achat. Mais enfin, je vous rappelle que on n'a pas à les débourser aujourd'hui. Hein, on se remboursera au moment, une fois qu'on a fini d'aménager les zones, quand on fait des loyers canons ou des baux amphithéotiques, ça permet de venir rembourser une partie de ces 14 millions d'euros. Voilà pour l'aménagement de zone. Et pour là, on passe au transport, là. Alors, les transports. Bon. J'ai dit beaucoup de bien des services finances en début, mais je pense que
peut-être revoir. Non, je rigole. Puisqu'ils me font des blagues comme ça en plein milieu. Alors, service de budget annexe des transports. Donc, vous avez ici donc, les charges à caractère général, donc principalement la redevance que l'on verse à la CIBRA. On avait voté 39 173 000, on a réalisé 38 millions 5, donc proche à 600 000 euros près, donc ça fait 98% de réalisation. Des charges de personnel. On sait qu'il y avait plusieurs postes qui avaient été créés à la direction des transports, donc qui ont été recrutés au fur et à mesure de l'année, donc ce qui explique là aussi que, évidemment, l'ensemble de l'enveloppe n'a pas été consommé tout de suite. Vous avez des autres charges de gestion courante, là aussi, donc consommées à hauteur de 74,01%. En plus, ils font dans la symbolique des 74%, et des charges financières à 74% aussi. Tout ça a été financé par des recettes commerciales pour 8 332 000 euros. Et c'est là qu'il faut que je donne un bon point, puisque l'année dernière, c'était 7,5 millions. Donc ça fait 800 000 euros de recettes d'année en année supplémentaires. Donc voilà. Le versement mobilité, donc on avait inscrit 25,5 millions, on a réalisé 27,7 millions. Là aussi en hausse, puisqu'on avait eu 26 millions d'euros l'année précédente, donc c'est 1,7 million d'euros. Donc là, on voit le dynamisme de notre tissu économique, puisque pour le coup, le versement mobilité, il est sur la masse salariale de l'année en cours. Hein, donc ça veut dire qu'on a des entreprises qui embauchent, qui sont dynamiques et qui versent une masse salariale suffisante. Les subventions d'exploitation donc sont à 6 992 000 euros. Donc ça, ce sont les recettes de la région, hein, notamment pour tout ce qui est transport scolaire. Et puis quelques produits exceptionnels pour 579 336 euros. Voilà, donc ça nous permet de dégager un résultat de fonctionnement de 6,8 millions, en légère baisse, donc il était à 7,3 millions l'année précédente. On a financé ensuite des investissements, donc des acquisitions de bus pour 3,8 millions, les études TCSPI pour 1,3 million, des équipements et du matériel de transport, navettes électriques, bornes électriques pour 1 million d'euros, du matériel de bureau et informatique pour 251 000 euros, l'aménagement du schéma directeur d'accessibilité, donc 305 000 euros, du système de transport intelligent pour 324 000 euros. Et tout ça a été financé par les amortissements et cessions pour 3 872 000 euros. Et le résultat précédent reporté pour 2 millions d'euros. Donc, de nouveau, pas d'emprunt nécessaire sur ce budget annexe transport pour cette année 2023. Donc, on voit qu'on a un excédent de fonctionnement donc, qui s'établit à 6,8 millions, un besoin d'investissement à venir de 3,2 millions, des reports de dépenses assez faibles à 555 000 euros. Et donc, tout ça nous permet de dégager un résultat net de 3 millions d'euros. Donc, sur ce budget, j'imagine qu'il y aura des discussions, mais enfin, on a quand même des investissements qui progressent assez fortement. Et tout ça permet de ne pas emprunter grâce à la fois à la bonne tenue du VM et puis des recettes commerciales, puisque, comme vous l'avez vu, elles augmentent quand même assez sensiblement. Et si vous avez regardé, hein, ce qui est quand même intéressant dans la note, sur les recettes commerciales depuis 2020, en 2020, on avait 5,6 millions de recettes commerciales. On est aujourd'hui à 8,3 millions de recettes commerciales, sans que pour autant les tarifs aient beaucoup bougé depuis qu'on est à la tête de cette agglomération. Enfin, il nous reste le SEMNOS, j'imagine. Donc, dépenses de fonctionnement et d'investissement. Alors, vous savez que le SEMNOS, on a une manière de voter le budget sur une année médiane, puisqu'on le vote au mois de décembre, donc on ne sait pas trop ce que ça va donner. Donc, et puis ensuite, on constate ce qui s'est passé. Bon, inutile de vous dire que l'année 2023 avait été une année pas très très bonne. Mais au final, je trouve que ce budget s'en sort finalement pas si mal que ça. Alors quand on regarde les charges à caractère général, on avait voté une année normale, on dépense à peu près 1,1 million. Bon, bah, cette année-là, on a dépensé 685 000 euros. Il y a un certain nombre de dépenses qui évidemment ne sont pas faites quand la station ne tourne pas. Vous avez des charges de personnel qui elles aussi sont pas à la hauteur, donc 300 000 euros inférieurs à ce qui avait été provisionné, puisqu'il y a un certain nombre de saisonniers et autres qui ne sont pas embauchés quand la station est fermée. Des charges de gestion courante qui sont, elles, par contre, toujours ici. Des charges financières qui sont, elles aussi, toujours
à couvrir, et puis quelques charges exceptionnelles qui sont là aussi. Donc vous voyez que forcément, quand on a une mauvaise année, les charges sont en baisse, mais les recettes aussi, malheureusement, puisque elles sont, donc ces dépenses sont financées principalement par la subvention d'équilibre du budget principal, qui devient la première ressource de peu, mais quand même, de ce budget annexe, avec 1 291 000 €, et les recettes des ventes sur une année qui avait été relativement médiocre, de 1 262 000 €, puisque vous voyez qu'on avait inscrit 2,2 millions, ce qui est normalement le chiffre d'affaires qu'on fait sur une année normale, donc pas exceptionnelle, mais pas dramatique. Voilà. Et en investissement, du coup, on avait serré pas mal les boulons, puisque d'abord, il n'y a pas beaucoup d'investissements nouveaux qui sont faits sur le CNO actuellement, et donc on se contente, j'allais dire, de remplacement, de maintenance pour 881 000 €, et ça est financé par des opérations d'ordre pour 1 097 000 €, ce qui nous donne donc l'affectation des résultats suivantes, un excédent quand même, mais bon, je rappelle qu'il y a en partie aussi la subvention d'équilibre, mais voilà, conforme d'ailleurs à la prospective Clubfer, mais un excédent de 67 900 €, un excédent d'investissement de 387 000 €, des reports de dépenses pour 43 000 €, et donc ce qui nous donne quand même un résultat net à 411 900 € sur ce budget, dont on aurait pu craindre qu'il se finisse beaucoup plus mal. On Voilà. peut passer aux questions, là, du coup, puisqu'on a vu tous les budgets annexes. Si vous avez des questions sur les budgets annexes, allez-y. Isabelle Dijon. Bonsoir. La question, c'est par rapport au budget transport et notamment le TSPI. Nous avons été surpris, voire choqués de ne pas voir de ligne plus ambitieuse pour ce projet que notre agglomération attend. Quelle en est la raison ? De même, il ressort que ce projet de TCSPI, aujourd'hui soumis au débat public, n'a pas été présenté au conseil départemental, qui n'a donc à date prévu aucune ligne de subvention sur le projet. Le TSPI, sans ses financements extérieurs, n'est-il pas mort dans l'œuf ? Alors, bonsoir. Donc, les lignes pour les années, là, cette année, l'année prochaine, c'est encore des lignes budgétaires d'études. Donc, on n'est pas là en train de mettre les montants dans les budgets annuels. Sur la partie financière, pour l'instant, on part, comme pour tous nos prévisions d'investissement, sur un 18% d'apport de subvention de nos partenaires, qui sont essentiellement l'État d'ailleurs sur des projets comme ça, régions et départements. Donc on est sur je parle sous couvert de Denis, mais c'est ça, c'est 18% qu'on met de subventions à venir. Là, on est dans la concertation préalable, on n'est pas encore dans l'enquête publique, donc on est d'abord tourné vers les citoyens. Ensuite, mais tout de suite derrière, avec les partenaires institutionnels. On a d'ailleurs une réunion avec la région fin mai sur ce sujet. Donc, mais c'est le process normal. Et donc, les sommes que vous voyez indiquées pour l'instant sont uniquement les sommes de la phase d'étude. Et puis, je rajouterais sur le département, c'est pas une bonne information, puisque, pour preuve, on a reçu un courrier, comme il y avait beaucoup de désinformation. J'ai reçu un courrier officiel du président, co-signé avec le vice-président, comme quoi, effectivement, ils étaient en attente de nos décisions concernant le TCSPI pour qu'eux puissent nous suivre. Parce que c'est sur le TCSPI, je rappelle que, notamment quand je suis partie voir le ministre, c'est un projet qui ne rentre pas dans le cadre du CPER. Donc, par exemple, la région ne financera pas notre BHNS ou notre tram, peu importe quelle année, ça ne rentre pas dans un contrat plate à la région, ça rentre dans le cadre d'un appel à projet. L'appel à projet sur l'État, c'était en 2021, et c'est cet appel à projet 2021 qui, dans le cadre de la région, pour quelques projets, sont pris en compte dans le cadre de la région, dans le cadre du CPER. Nous, maintenant, il faut qu'on attende, puisqu'on n'était pas prêt. 2021, il n'y avait rien. On était juste à l'ébauche des premières études, on va dire des premières petites études, parce que là, on rentre vraiment dans le dur. On aura certainement, le ministre a précisé qu'il y aura de nouveaux. Il s'aperçoit bien que les agglomérations ont besoin de nouveaux appels à projets. Généralement, ça cofinance à peu près 10% du projet, sur lequel on compte ensuite. Donc, il y aura de nouveaux appels à projets d'ici
On est en 2024, donc je pense 2025, 2026, sur lequel nous, on aura la capacité cette fois-ci à se positionner, alors que 2021, on n'avait pas capacité à se positionner puisque rien n'avait démarré. Donc là, on est dans le bon phasage. L'État va relancer des appels à projets sur lesquels on se positionnera. Et pour couper court à toute discussion, j'ai reçu un courrier rassurant du président et du vice-président. Alexandre. Oui, rapidement, juste deux remarques sur déjà le budget, effectivement, transport. Sans parler du réseau de mobilité, comme l'a rappelé Monsieur Dupertuis, les recettes d'exploitation ont augmenté quand même de 800 000 €, donc c'est une bonne chose. On a en plus 11% de passagers en plus, comme on l'a vu au dernier conseil d'administration de la Cibra. Donc on voit que d'avoir augmenté le versement, même on l'avait même pas encore augmenté le versement mobilité, et déjà tout va beaucoup mieux pour ce budget-là. Donc il faut continuer à investir et pas attendre ces 5 branches qui vont prendre du temps. Donc c'est une excellente chose. Après, sur le renouvellement des bus, on a réalisé tout juste 4 millions sur les 10 millions. Donc j'imagine que ça va se reporter sur cette année. Donc il faut continuer à accélérer sur le transport parce que je pense qu'on n'a jamais autant investi sur le transport que sur ces 20 dernières années. Sur la partie Semnose, comme l'a rappelé Denis Dupertuis, effectivement, il est en excédent grâce à une subvention quand même du budget principal d'1,2 million d'euros, sachant que sur le CA23, on n'a fait que 1,3 million d'euros de recettes, sachant qu'on avait prévu de faire 2,2 millions. L'hiver qu'on a eu, pour information, le télésiège côté Bauge, il a ouvert que 20 jours. C'est quand même assez peu sur cet hiver qui a été quand même catastrophique. Et le Télémix, qu'on va amortir pendant encore des dizaines d'années, il était ouvert que 49 jours. Donc c'est un budget qui est quand même qu'il faut quand même interroger pour l'avenir. C'est une station auquel beaucoup de monde est attaché, mais il pose quand même des questions structurelles si chaque année on doit venir abonder. Heureusement, cette année on a eu moins de dépenses, ça a permis de l'équilibrer, mais en tout cas je pense qu'il faudrait que sur ce budget-là on ait une vraie réflexion avec le conseil d'exploitation et aussi le bureau de l'agglomération. Qu'est-ce qu'on fait dans les années à venir pour ce budget? Cet été, il y a effectivement le développement notamment du VTT pour mieux canaliser tout ça, mais on n'arrivera, je pense, jamais à équilibrer le budget uniquement avec le tourisme de 4 saisons. Ce que je peux vous dire simplement, donc effectivement, sur le réseau transport, l'acquisition de bus, oui, c'est un report sur notamment les bus électriques, puisque on avait inscrit et finalement ils nous seront livrés même potentiellement qu'en 2025. Donc on les payera peut-être qu'en 2025. Donc parce qu'aujourd'hui on a des délais qui dépassent les 12 mois, donc c'est très compliqué. Voilà. Mais en tout cas c'est pas annulé, c'est juste reporté par les fournisseurs qui n'arrivent pas à suivre la demande actuelle. Et puis, sur le Semnose, moi, je ne vais pas répondre à la question de fond, simplement vous dire qu'on avait une prospective Fluffer qui nous disait quand même que, quel que soit, j'allais dire, les années, on était plutôt parti sur un budget annuel moyen, voilà, parce qu'on sait qu'il y a une année ça va bien, une année ça va mal, enfin bon, etc. Et on savait qu'on avait 2 années avec un pic de subventions d'équilibre à 1,2 million, donc c'est ce qu'on est. On est sur la 2e année en 2023, et que normalement, ensuite, on devrait avoir une réduction progressive de cette subvention d'équilibre, voilà, sur ces hypothèses-là, pour revenir, parce que c'est quand même l'objectif, à la subvention initiale de autour de 600 000 €, j'ai plus exactement le chiffre en tête, qui étaient les contributions initiales des communes sur ce budget annexe. Donc c'est bien aujourd'hui, en grande partie, l'amortissement du Télémix qui nous oblige à avoir cette subvention aussi élevée. Et on aurait même pu craindre, étant donné la saison, qu'on soit obligé de rajouter au pot par rapport à ces 1,2 million qui étaient prévus, parce que voilà. Et finalement, on se rend compte qu'il y a quand même une flexibilité qui a permis, en tout cas sur cette année, de ne pas rajouter encore une couche. Voilà. Alors après, sur les années suivantes, moi... Sur le reste, je t'ai donné la parole à Patrick, parce que il ne me voyait pas, j'ai essayé de voir, mais Patrick, si tu peux donner des nouvelles aussi, parce que les 4 saisons, effectivement,
On a été lié au taux d'enneigement qui n'a pas été favorable cet hiver, on sait très bien. 90 jours d'ouverture, en principe on fait 140 jours d'ouverture en moyenne, donc évidemment ça modifie un petit peu le chiffre d'affaires. L'année dernière on était à 960 000 euros, on est passé à 745 000 euros dans cette année, en sachant qu'on a aussi ouvert la luge d'été, un peu exceptionnelle pour cette période d'hiver, qui a rapporté 25 000 euros, ce qui est quand même pas moindre. Je vous rappelle, sur 90 jours d'ouverture sur la luge d'été, c'est 216 000 euros de chiffre d'affaires. Donc là, c'est quand même pas moindre. Les enneigeurs nous ont quand même permis, malgré tout, de maintenir la station à flot, puisque toute la partie basse de la station, pour l'ESF, a permis justement de faire cette ouverture. Après, concernant les aménagements futurs, sur les aménagements 4 saisons, le stade biathlon, la luge été hiver, c'est des éléments aussi qui ont été fléchés en tous les cas au niveau du conseil d'exploitation du Seine-Nose. Mais c'est un élément aussi qu'il faudra réfléchir donc sur les prochaines années pour savoir exactement ce qu'on doit faire ou pas faire. Mais néanmoins, il faut quand même savoir qu'aujourd'hui, le chiffre d'affaires est presque abondé au niveau de ce qui se passe en été plutôt que ce qui se passe en hiver. Donc on équilibre 300 000 euros en chiffre d'affaires d'été, 700 000 euros en chiffre d'affaires sur l'hiver. Bon, il y a peut-être aussi des réflexions à faire sur les projets à venir. Pardon. Bon, Anthony Pour Granger. Anthony Granger, Fabien ça ne Jury. fonctionne pas. Elle ne fonctionne Anthony, pas. ça fonctionne pas? Non, ça ne fonctionne pas. Mais il n'est pas là, Anthony? Donc, c'est une abstention. D'accord, ok. Et puis, Fabien Géry. Bon, on va fermer le vote et puis Frédéric Lardet ne prend pas part au vote. Donc, on enregistre une abstention pour Anthony Granger. Voilà. Pour Anthony Granger. Ok. Alors, est-ce qu'on peut voir les abstentions, les votes contre? Ok, donc on rajoutera celle d'Anthony Granger, et puis les contre. Il n'y en a pas. Ok, merci. Donc on passe au vote du compte administratif du budget eau. Là aussi, il faut qu'on prenne la zapette. Sandrine. Idem pour le budget eau. Anthony Granger, ça ne fonctionne pas, donc c'est pour. Il vote pour, ok. Ouais. Et Frédéric Lardet ne prend toujours pas part au vote, donc on peut fermer le vote. 2 abstentions. Non, Anthony Granger a voté pour. Voilà. Et Frédéric Lardet ne prend pas part au vote. Merci. Tony PC, j'en ai cru. Ok. On passe au vote suivant. Valorisation des déchets. Donc Alexandre Mulatier-Gachet. Toujours pour Anthony Granger. D'accord, merci. Et on peut fermer le vote. Donc il y a une abstention. Ok.
Le vote suivant, les pépinières d'entreprise. Marc Rollin, Fabienne Duliège. Anthony Granger pour, hein, parce que je vois que ça D'accord. marche. Ah si, ça marche cette fois. Ça marche mar- cette ça y est- fois. ça y est, ça super. marche. Eh ben, on peut fermer le vote. Ok, parfait. Et il reste aménagement de zone. Alors, Fabienne Grébert, Karine Picheda. Voilà, parfait, on ferme le vote. Bien, il nous reste, merci, il nous reste les transports. Sandrine Dallaglio, Étienne Andréis. Merci, on peut fermer le vote. On peut voir les abstentions. Merci. Et dernier compte administratif, le SEMNOS. Yanis Sotti, c'est bon. Voilà, merci. Et merci de montrer les abstentions. Ok, merci.